Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Alors, l'équipe nationale qui est célébrée malgré les blessures encore vives. Oui, Rachid, au lendemain de la finale, la défaite fait encore mal, mais la nation ne tourne pas le dos à ses joueurs. Et sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le prince Moulay Rachid a reçu l'équipe nationale à Rabat, comme le rapporte le desk. Une image qui montre que malgré la douleur, l'équipe reste honorée. Et d'ailleurs, Sa Majesté l'a précisé dans son communiqué, les Lions de l'Atlas ont, je cite, démontré que la persévérance, le sérieux et l'esprit d'équipe sont la voie de la performance et surtout montrer ce que la jeunesse marocaine et africaine peut réaliser quant à la confiance en ses capacités. Et sur le plan sportif, les distinctions individuelles viennent aussi nuancer la déception. Brahim Diaz termine meilleur buteur de la CAN, Bounou est sacré meilleur gardien, mais derrière les trophées, il y a l'homme. Et sur Instagram, Brahim Diaz livre un message bouleversant relayé par le site Info. « Mon âme me fait mal », écrit-il. « J'ai échoué hier et j'en assume l'entière responsabilité. Cette blessure ne guérit pas facilement, mais je me relèverai pour être une fierté pour le peuple marocain. » Une prise de parole rare, sincère, qui dit aussi long sur la pression immense de cette finale à domicile. Mais au-delà de la défaite sportive, Abdelrahman Boukhafa, dans une tribune publiée par le 360, pose une question dérangeante. Et si le Maroc, en organisant cette CAN, avait surtout justement dérangé? Son idée est simple, le Royaume n'a pas seulement accueilli un tournoi, il a montré une organisation de niveau mondial, une vitrine africaine difficile à contester, et c'est précisément là que ça coince. Cette réussite a fait tomber des récits installés depuis des années, celui d'un Maroc vitrine surévalué. Résultat, tout au long de la compétition, on cherche la faille, l'incident, le détail à grossir, non pas pour améliorer le football africain, mais pour casser le miroir, et la blessure est encore plus vive quand les critiques viennent de pays perçus comme proches, presque frères. Et de son côté, le Matin va encore plus loin. Le journal parle clairement d'un échec stratégique. Le Maroc aurait perdu la bataille médiatique avant même de perdre la finale. Pour Amin Raed qui signe l'article, les images chaotiques de la fin du match s'inscrivent dans une campagne de dénigrement lancée bien avant le coup d'envoi de la CAN. Ambiance, billetterie, arbitrage, accusation de favoritisme, tout a servi à fragiliser l'organisation marocaine. Le vrai problème, dit le journal, ce n'est pas l'attaque, c'est l'absence de riposte structurée. Le Maroc a investi dans les stades, les routes, des infrastructures, mais beaucoup moins dans sa souveraineté narrative. Et donc, à l'approche du Mondial 2030, l'article est clair. Le défi n'est plus seulement d'organiser des événements mondiaux, mais de savoir les raconter directement aux opinions publiques nationales comme internationales. Ouais. Toutefois, la presse internationale considère que l'organisation marocaine a été remarquable pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, cette finale de la CAN est perçue aussi dans la presse comme un séisme destructeur pour le football africain tout entier. Oui, en effet, dans un entretien accordé aux Parisiens, Hervé Renard ne mâche pas ses mots. Le perdant, c'est le continent africain. Pour lui, cette finale a échappé à tous les codes. Il parle d'une image brouillée, d'un football africain qui s'est tiré une balle dans le pied au moment même où il cherchait à convaincre le monde de sa maturité. Et cette lecture est confirmée au niveau international aussi. France 24 rapporte la réaction très ferme de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui condamne des scènes inacceptables. Il vise clairement le retrait momentané d'une partie de l'équipe sénégalaise avec le pénalty accordé au Maroc, rappelant un principe simple, on ne quitte pas un terrain, quelles que soient les circonstances. Même ton du côté de la CAF qui part d'un comportement aussi inacceptable de certains joueurs et officiels et annonce l'ouverture de procédures disciplinaires. Autrement dit, ce qui s'est passé à Rabat dépasse le cadre simple d'un match. On entre dans le champ même de la gouvernance du football africain. Et puis, il y a aussi le regard venu du continent lui-même. Mali Actu replace cet épisode dans une perspective plus large, alors que la CAN 2025 s'est achevée sur un succès organisationnel incontestable au Maroc. La CAF confirme le maintien de la CAN 2027 en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Pour Patrice Motsepe, il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, mais d'un choix politique et moral. Le football africain ne peut pas rester concentré dans quelques pays ultra équipés, mais Mali Actu pose une question en creux. Comment garantir crédibilité, sérénité, autorité de l'arbitrage dans un contexte encore plus fragile si une finale organisée dans des conditions optimales a déjà sombré dans le chaos? Car au fond, cette finale agit comme un révélateur. Elle montre un football africain ambitieux, mais sa fragilité dans la gestion des crises, des émotions et des rapports de force fait que c'est tout le continent qui perd, même quand le spectacle est au rendez-vous.
La presse se penche aussi sur la création de ce nouveau Conseil de paix international avec la reconstruction de Gaza comme point de départ, c'est voulu par Donald Trump. Tout à fait. Selon l'opinion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a accepté l'invitation de Donald Trump à devenir un membre fondateur d'un tout nouveau Conseil de la paix internationale, une initiative portée par Washington et pensée comme un outil inédit de gestion des conflits. Objectif affiché, promouvoir stabilité, rétablir une gouvernance fiable et garantir une paix durable. Et comme on l'a dit, le point de départ sera Gaza. Et pour Rabat, ce n'est pas une invitation anodine. Le ministère marocain des Affaires étrangères parle d'une reconnaissance explicite du leadership du Maroc sur les questions de paix, de médiation et aussi de dialogue. Mais sur le terrain, les choses bougent aussi. Ahram Info rapporte que les autorités administratives de Gaza se disent prêtes à transférer leurs compétences à un comité national palestinien récemment créé, un comité de 12 membres présidé par Ali Chat, chargé de la gestion quotidienne des services publics. Le communiqué est sans ambiguïté. Nous sommes prêts à transférer nos compétences afin de garantir la continuité des services et préserver les droits des citoyens. C'est un tournant administratif majeur qui s'inscrit directement dans la deuxième phase du plan de paix américain. Et c'est là aussi que le cadre international se précise. Le grand continent révèle les coulisses du dispositif. En tout, près de 60 pays ont été invités par la Maison-Blanche à rejoindre ce Conseil de la paix. Ce que montre ce bloc, c'est une chose simple. Gaza devient la première étape d'un nouvel ordre diplomatique, un conseil voulu par Washington. Et au milieu de ce dispositif, on le rappelle, le Maroc qui s'impose comme un acteur crédible, reconnu, déjà engagé sur le terrain palestinien à travers le comité d'Al-Quds. Ce conseil de la paix n'est pas une rupture, mais une tentative, celle de répondre à une attente de plus en plus forte des peuples, voir la diplomatie agir sur le terrain et pas seulement déclarer ses intentions. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 janvier 2026. Quel autre 20 janvier avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors je vous emmène au 20 janvier 1973 à Conakry, jour où un homme est assassiné, Amilcar Cabral, un des grands penseurs et artisans des indépendances africaines. Né en 1929, il est ingénieur, agronome de formation, poète et militant. Cabral est aussi le fondateur du PAIGC, le mouvement de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Sa singularité tient à sa vision. Pour lui, l'indépendance ne se limite pas à chasser le colon, elle doit transformer la société en profondeur. Éducation, agriculture, culture, justice sociale, tout est lié. Cabral comprend très tôt que la libération passera par les campagnes, par la réappropriation de l'histoire et des savoirs. Il parle de réafricanisation des esprits, convaincu que l'aliénation culturelle est l'arme la plus durable du colonialisme. Il appelle aussi les élites à un suicide de classe, soit renoncer aux privilèges hérités du système colonial pour servir le peuple. Son assassinat orchestré par la police politique portugaise avec des complicités internes visait à briser une révolution déjà victorieuse sur le terrain. En somme, l'histoire de Cabral nous laissera aussi un avertissement. Ce n'est pas seulement l'ennemi extérieur qui fait tomber les révolutions, ce sont les trahisons internes, les divisions et surtout l'oubli du projet collectif censé nous relier. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.